Non, c'est cette histoire de université populaire, soit de transmission, là, je n'ai pas compris factuellement comment ça marche. Parce que brainstorming, c'est facile. Pas de la recherche-action, alors. Ouais, vous parlez recherche-action. Je pense que tout ce que vous dites, c'est D'accord. recherche-action, j'ai rien compris. Moi aussi j'ai bien compris, le brainstorming a un objectif, on veut trouver une solution précise, tandis qu'ici on partirait dans un champ couvert. Ouais. Le brainstorming, c'est tempête sous un crâne. Pardon. C'est-à-dire, Oui, voilà. c'est tempête sous un crâne. Imaginons que là, on veuille produire des idées sur, je sais pas quoi, moi, la marine à voile. Alors, on veut produire des idées sur la marine à voile tous ensemble. Donc voilà, on va prendre, ça peut être une méthode, on prend un grand tableau. Pour toi, la marine à voile, c'est quoi? Ça évoque quoi pour toi? Un mot. Hein. Pour toi, quoi? Toi, et on note à chaque fois. Et à la fin, bon, ben, on a un peu tout ce qui s'est passé sous nos crânes pendant cela. Ça, c'est du brainstorming. Mais c'est pas la recherche-action. Hein, c'est un processus collectif également, mais c'est pas à proprement parler une recherche. C'est pour faire advenir des idées. Ils sont très friands de ça en entreprise. En entreprise, ils sont très friands de ça. Et ça marche bien d'ailleurs le brainstorming. Macron, il a créé sa politique. Ouais. Et ça marche bien. C'est un principe de la dynamique des groupes et de la psychosociologie qui est très très souvent utilisé. Mais c'est pas la recherche-action. Quand vous avez décrit la recherche, vous avez parlé d'impliquer des chercheurs, des choses comme ça. Moi, j'ai compris formation. Parce que moi, si on concentre 8 heures avec une personne pour expliquer un sujet, pour moi, j'appelle ça une formation. Et donc, du coup, je ne sais pas où apparaît la notion de collectivité. Si je reviens à mon groupe d'infirmières, hein, mettons. Voilà, on est un groupe d'infirmières et d'infirmiers, et d'infirmiers, et il y a quelque chose que l'on ne sait pas par rapport, je dis n'importe quoi, à tel traitement contre la douleur. On ne sait pas bien comment ça fonctionne, parce qu'on a vu des fois que c'est efficace, des fois c'est pas efficace, on ne sait pas. On a beau lire, on a beau chercher sur Internet, on ne trouve pas. Eh bien, lors de notre prochaine réunion qui dure 3 heures, eh bien, on fait venir un spécialiste. Qui parle une demi-heure? Et le reste du temps, on Ah parle? ben non, il répond aux questions qu'on lui pose. D'accord. Monsieur, on a tel médicament, qui a tel nom, il y a tel composant chimique dedans, ou expliquez-nous pourquoi dans certains cas ça marche et dans d'autres non. Voilà. Peut-être il aura la parole que 10 minutes pour répondre à ça. Et voilà, c'est tout. Il ne donne pas un cours sur la chimie, il ne donne pas un cours de biologie, il répond, il est au service de la recherche-action qui se pose des questions précises et qu'elle ne sait pas résoudre. Voilà. Dans ce sens-là, il y a 40 ans, à une époque où on ne savait pas calmer la douleur, une aide-soignante avait remarqué, que je connaissais, avait remarqué que le Tranxène, qui n'était pas en vente libre, mais presque, si on triplait la dose, ça arrivait à calmer les douleurs incancéreux. J'ai colporté l'idée, et puis apparemment ça a fait bien un certain nombre. C'est une aide-soignante qui avait remarqué ça. Oui, bien sûr. La recherche-action va faire appel, lorsqu'elle ne sait pas répondre à une question précise ou la résoudre, va faire appel à qui elle veut. Si notre infirmière dans un autre service, elle a obtenu une certaine réponse, bah, elle l'appellera. Et ça deviendra l'expert du jour, quoi, qui vient et qui donne son avis. Et voilà. Même s'il n'est pas membre du groupe de recherche-action. On l'appelle, il vient 10 minutes, il vient 1 heure, et puis ensuite il continue de vivre sa vie. Il ne fait pas partie du groupe de recherche-action. Peut-être pour compléter, hein, dans la recherche-action, il y a appropriation par le groupe de cette recherche. C'est-à-dire il cherche ce qu'il a décidé, et puis il évalue à chaque instant si on est toujours d'accord pour chercher dans le sens où on est en train d'aller. Dans le brainstorming, on retrouve la notion d'hétérogénéité. Le brainstorming, c'est quelqu'un qui dit bah, écoutez, réfléchissez là-dessus. Parce que moi, ça va me servir, j'ai besoin pour augmenter mon efficacité ou je ne sais quel objectif qui n'est pas forcément celui du groupe qui va être en brainstorming. Ça va marcher parce que les gens aiment bien quand même donner leurs idées, participer, etc. Mais il y a une dépossession très vite de cette recherche qui est en même temps courte. Un brainstorming, ça peut se passer sur ponctuel, 1 heure, ponctuel, et puis en fait, quelques heures. C'est entre soi et ça reste en interne, il n'y a pas forcément la recherche. Alors voilà, ça peut-être. Peut-être. Donc voilà, c'est ça. Alors que la recherche-action, il y a quand même. Christian, il l'a dit, hein, il a parlé de 6 mois, 1 an, 2 ans. En fait, entre les fameux rendez-vous, les personnes discutent entre elles et c'est comme ça que grandissent les idées ou se reforment les idées. Ah oui, il y a une période d'expérimentation aussi peut-être.
La recherche-action, enfin bon, il y a ce nombre de réunions qui est fixé par le groupe lui-même, hein, par le groupe constitutif de la recherche-action. Il dit voilà, on va dire tant de fois pour des réunions qui vont durer approximativement tant de temps. Et entre ces réunions, mettons, je ne sais pas, une réunion mensuelle, admettons. Et bien ensuite, le groupe, évidemment, les membres du groupe peuvent en parler entre eux. Évidemment, ils peuvent même en parler aux autres. Évidemment, l'objectif, c'est de faire feu de tout bois. Hein. Si quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe de recherche-action sait une chose utile à la recherche-action, je ne vais pas lui dire ne me donne pas ton avis au self. Au contraire, je vais le prendre. On va chercher ces éléments-là, quoi. Exactement comme un chercheur. Exactement comme un chercheur traditionnel, ailleurs que dans une recherche-action. Quand tu fais une recherche, dans un doctorat ou ailleurs, le monde entier, au bout d'un certain temps, te parle de ta recherche. Tu ne peux pas croiser une personne, tu ne peux pas faire un voyage en train, tu ne peux pas prendre le métro, tu ne peux pas voir un film, tu ne peux pas voir une pièce de théâtre, tu ne peux pas t'endormir, sans que quelque chose se ramifie dans ton esprit à ta recherche. D'un seul coup, ton objet de recherche, c'est comme s'il appelait le monde entier. Tout te parle pour ta recherche. C'est comme en création, c'est comme un artiste. Un artiste, tout lui parle à un moment donné pour créer quelque chose. Le monde entier. C'est un phénomène très curieux. Moi, je voyais quand j'ai fait ma thèse sur l'autodidaxie, je ne passais pas une journée sans que j'entende à la radio ou à la télé ou dans le journal que je le lise, etc., sans entendre le mot autodidaxie et autodidacte. C'est incroyable. Et tous les jours. Alors qu'aujourd'hui, je ne le remarque même plus. Et pourtant, c'est pas la même fréquence. Ouais, excusez-moi. Par rapport à la recherche-action, on est bien d'accord que ça ne se pose pas seulement au niveau du travail. Ah non. Parce que là, on est dans le cadre de l'université populaire, donc on va bien au-delà du monde du travail. Ça peut être dans le cadre du travail, et d'aller à parler dans le cadre du monde du travail, et puis l'exemple de l'hôpital aussi. Et ça peut être aussi dans une autre vie, dans l'autre vie. Ah, évidemment, bien évidemment, bien évidemment. J'ai pris cet exemple-là ou ça. Oui, tout à fait. Bah, nous, par exemple, sur la laïcité, l'expérience qu'on a menée, forcément, ça nous fait nous confronter. Parce qu'on l'a fait en même temps, en lien plus ou moins avec la FCPE. Donc ça nous fait questionner quand même l'institution scolaire. Hein. Comment, ça nous a permis de voir comment réagissaient les enseignants, les équipes. Donc moi, j'aurais de quoi écrire plein de choses. Il faudrait du temps, puis j'aimerais bien aussi l'écrire avec d'autres. Hein. J'ai pas envie aussi de faire un truc tout seul, ça m'intéresse pas. Mais on va reprendre les choses qu'on a faites et puis les réanalyser. Bon voilà, parce que ça a mis en évidence pas mal de choses qui ont été corroborées en plus par la suite par je sais pas si vous avez entendu parler du rapport Zuccarelli qui est sorti en décembre dernier, non, novembre peut-être, en tout cas qui sur la question de la laïcité par rapport à la fonction publique, et qui disait que en gros le premier frein à l'idée de la laïcité, à son utilisation dans son sens positif, ouvert, et ce que ça représente vraiment, c'est en premier lieu les agents de l'État. Le premier frein, c'est les agents de l'État. Pour deux exemples, la santé et l'éducation. Alors moi, je connais moins la santé, mais je connais plus un peu plus l'éducation. Les enseignants, en fait, il est plutôt avéré que, en fait, ils n'enseignent pas la laïcité aux enfants. Et même plus, ils en refusent de le faire. Là, il y a plein de raisons. Et donc, dans le rapport, ça apparaît. Et donc, nous, quelque part, on avait un peu sur le terrain, en quelque sorte, devancé ce rapport parce qu'on avait vu les difficultés, les non-dits, les blocages, les fermetures, par rapport à un sujet comme celui-là. Alors que ça paraissait évident après les attentats de Charlie, entre autres, que c'était quelque chose qui devait être promu par l'école. Et en réalité, non. Ils ont proposé des modules en ligne,
Le paradoxe, c'est que celui qui est vu dans la société comme étant le premier promoteur de cette question en est, d'une certaine manière, le premier frein. Et donc, par exemple, pour continuer là-dessus, les enseignants, souvent, c'est parce que... Alors déjà, comme c'est réputé comme un sujet qui fâche, ils ne veulent pas l'aborder en classe pour être tranquille. Parce qu'ils vont avoir des embrouilles avec les parents, tout ça, les élèves qui... Donc déjà, ils ont une conception de l'enseignement, par rapport à ce qu'on disait au tout début, qui est déjà assez... J'aimerais dire qu'on ne généralise Oui, pas. non, c'est vrai, pas tous. Ah non, bien, on dit pas tous, on dit que c'est un élément. L'autre élément, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes croyants et en premier lieu catholiques. Et que les laïcités, ils n'aiment pas, tout simplement. Pourquoi ils enseigneraient quelque chose auquel ils ne pensent pas? Alors attention, évidemment, ce que je dis, c'est pourquoi un certain nombre d'enseignants, mais quand vous ajoutez les causes, ça va faire du monde. Entre ceux qui ne veulent pas être embêtés parce que c'est un sujet qui fait, ceux qui sont d'une obédience, qu'elle soit catholique ou musulmane, et donc ils ne veulent pas parler de ça parce qu'en gros, ils ne sont pas trop d'accord en fait. Ceux qui considèrent que c'est pas leur rôle, enfin, il y a plein de raisons. Et donc qui font que, effectivement, c'est le frein. Après, à l'hôpital, bon, j'ai pas épilogué là-dessus, il y a d'autres raisons, quoi, je veux dire. Et tout ça se conjugue et converge pour faire, en gros, quelque chose en face duquel nous sommes. C'est-à-dire que c'est pas compris. Les gens, vous leur demandez c'est quoi la laïcité, première chose qu'ils vous disent, c'est dans l'espace public, on ne doit pas montrer de signes religieux dans l'espace public, alors que c'est tout le contraire la laïcité. Voilà où on en est quand même. Hein. Le pays qui est, soi-disant, le plus exemplaire sur la laïcité, c'est qui donne des leçons au monde entier sur la laïcité, en fait, ces citoyens ne savent pas ce que c'est. En gros... Hein. Les Français sont le peuple le plus intelligent du monde, et la preuve, c'est que 99 et des poussières % des Français en sont persuadés. Voilà, peut-être, certainement. Donc voilà, en même temps, les actions qu'on mène. Nous, on aimerait aller plus loin parce que, et ça demande des projets assez lourds et structurés qui vont un peu dans le sens des expériences qu'a relaté Christian à l'instant, et en s'inspirant aussi de ce qu'ont fait nos amis belges, de l'aide, l'accompagnement à la reprise d'études. Parce que on est confronté à beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui demandent, moi j'aimerais bien reprendre des études, en tout cas apprendre, etc. Est-ce que je peux le faire? Mais comment? Et puis en même temps, derrière, c'est aussi avoir une reconnaissance pour cela. Hein. Parce que c'est vrai que l'université populaire n'est pas forcément n'est pas un lieu diplômant. C'est vrai que là, par lui, vous avez fait effort, parce que vous avez fait carrément une université populaire qui donnait un diplôme. C'est sujet à discussion d'ailleurs, ça. Voilà, donc c'est pas courant comme conception d'éducation populaire, mais en même temps c'est quand même intéressant, parce que il y a la question de la promotion sociale, de la valorisation, de la reconnaissance du travail d'apprentissage ou de transformation de sa propre personne, de la formation de soi, et puis aussi l'enjeu, c'est aussi de permettre à des gens d'accéder peut-être à des emplois auxquels ils n'auraient pas pu prétendre auparavant. Hein, donc c'est pas rien quand même. Oui. J'en ai qui a un groupe de recherche, comment vous appelez ça? Action Recherche. À propos de l'état de la parole dans notre société. À propos de, pardon, l'état de la parole. L'état de la parole. Qui ose prendre la parole, oui. Et comment faire pour que plus de personnes osent prendre la parole de façon sereine, sachent répondre de façon sereine. On n'entend pas grand-chose. Oui. Parler de la parole, justement. Ça pose la question de la parole. Ça, c'est très important parce que tout à l'heure, tu as évoqué l'écriture, hein, mais il y a la parole aussi. Et la parole, ça, je crois que c'est la prise de parole. Réussir à prendre la parole, réussir à lever la main pour demander la parole dans un collectif, dans un groupe, dans une classe, dans un amphi, à l'université, ne serait-ce que ce geste-là
est très difficile pour nous tous. Je dirais pour nous tous. Même moi, bon, j'ai été maître de conf, je le suis plus depuis longtemps, etc. Mais quand je me retrouve aujourd'hui dans des collectifs, ne serait-ce que le fait de lever le doigt pour demander la parole, ça m'est difficile. Vous voyez? Pourtant, j'étais habitué à prendre la parole. Et donc, j'imagine... Tu as vu, moi je joue ma gueule très facilement, seulement dans oui, beaucoup de cas, oui, on oui, peut oui. être payé très très cher. Oui, oui, mais donc il y a... Ça, que savoir répondre à son enfant qui vous rentre dedans. Quoi. Donc là, il y a vraiment un travail à faire, et ça peut être tout à fait l'objet, je crois, d'une recherche-action. Il y a un travail. Non, mais je crois que ça, c'est extrêmement intéressant, parce que je crois qu'il n'y a pas d'émancipation sans parole. C'est pas possible. C'est pas possible. La parole, c'est un acte, comme l'écriture. Et là, je crois qu'il y aurait vraiment quelque chose de très important à travailler, mais ça, c'est vrai, absolument, absolument. Toutes nos inhibitions que l'on a par rapport à ça, la crainte du regard de l'autre sur notre parole, hein, ne serait-ce que ça. Mais je vais forcément dire des bêtises. Hein. Comment on fait pour quand même prendre la parole tout en sachant qu'on dit des bêtises? Moi, j'en ai dit plein depuis tout à l'heure. J'en ai dit plein. Mais je suis dans une situation qui me permet de les dire. On l'a pas vu. Quelque sorte. Vous réfléchirez, il y en a forcément. C'est inévitable, c'est inévitable, bien entendu. Donc, vous voyez, et ça, il y a vraiment quelque chose à travailler. Et par rapport à l'écriture, je crois que, si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, l'écriture, il faut la penser dans une recherche-action, pas forcément sur le ton universitaire. Il faut pouvoir écrire dans une recherche-action, quand on fait le rapport de la recherche, on va appeler ça comme ça, il faut penser que l'on peut faire, si on n'arrive pas à écrire, on fait un dessin. Si on n'arrive pas à écrire un long texte, on fait un poème. Vous voyez? Si on n'arrive pas à écrire du tout, eh ben on parle. Aujourd'hui, il y a des caméras. Un rapport de recherche, c'est pas forcément en recherche-action quelque chose qui est fait uniquement de papier. Maintenant, on est à l'ère du numérique. Il faut mettre un DVD avec, hein, où vous pourrez parler. D'autre part, ça me fait penser à autre chose qu'on a fait à l'UCP. Si vous n'arrivez pas à dire les choses d'une recherche-action ou autrement, eh bien mettez-le en scène, faites un film de fiction. Nous, on a fait tout ce qu'on avait à dire sur l'éducation, ben, on s'est dit un jour, ben, tiens, on va faire un film de fiction. On l'a fait en 3 heures, un film de fiction d'1h30. Il est sur YouTube, allez le voir. si, allez le voir. Allez le voir, c'est intéressant. Comment on peut dire par-delà la fiction tout ce qu'on dirait dans une multitude d'articles. Vous voyez? Ben là, on l'a fait avec un film, avec des comédiens tout à fait amateurs, avec un scénario qu'on a écrit, avec des dialogues qu'on a écrits. Et maintenant, c'est... Pardon? Il s'appelle comment? Ah, il s'appelle... c'est très long. Est-ce que vous trouvez sur YouTube si on n'a pas le titre? Oui, attends. L'éducation s'en viendra au long des jardins. On le trouve en tapant votre nom, prénom. Non, tu tapes le titre du film. Non, avec votre nom, prénom, on le trouve sur YouTube. Ah, tu le trouves? Ouais. Ah bon? En tapant mon nom? Ouais, je l'ai cherché. Ah bon, d'accord. Ah bah, voilà. Ça commence, la première scène, vous êtes tous assis sur des chaises. Oui, il y a la bande-annonce, hein, il y a une petite bande-annonce. C'est ça, juste avant, et puis après, scène, vous êtes sur les chaises, voilà. ça ressemble un peu à une salle de classe, quelque chose comme ça. Alors, allez voir ça, vous voyez, parce que si vous voyez ce film, en fait, c'est un peu comme une histoire. Enfin, c'est statique, on avait 3 heures, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Donc, on a fait ça comme on a pu en 3 heures. Mais là-dedans, il y a tous les concepts que l'on essaie de défendre, des concepts sur le plan de l'éducation, qu'on essaie de défendre dans l'UCP. Donc, pour exprimer ce que l'on a à dire sur le monde, y compris à l'issue d'une recherche-action, eh bien, ça peut prendre la forme de l'écrit, ça peut prendre la forme de l'image, ça peut prendre la forme du cinéma, du coup, hein, de la fiction. Et voir ce qui s'est fait à ce niveau-là, et oui, ce qui bloque à ce niveau-là, et ce qu'on veut à ce niveau-là. Voilà, il faut expérimenter. Il faut savoir que pour la recherche-action, on n'a pas que l'écriture, on a plein d'autres choses pour s'exprimer. Bien, ben, on va... La recherche-action, j'ai l'impression que c'est un mot qui sonne un peu américain. Ouais, c'est l'origine américaine. Je trouve que le mot action en français, ça ressort pas. Ça veut pas dire la même chose en anglais, il me semble. Enfin, je ne peux pas dire traduire ça littéralement. Ouais. J'ai l'impression qu'on est plus dans la recherche citoyenne, mais la recherche hors université, plutôt la recherche dans le monde. Alors, l'origine est vraiment américaine, et dans l'expression américaine, action arrive avant recherche. Hein. Mais dans les deux cas, ce qui est important pour la recherche-action, c'est de bien voir le trait d'union. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche pour l'action, pour que les choses changent. Vous voyez? Après tout, si je fais de la recherche sur les neutrinos,
sur les neutrinos, bon, ben, le monde ne changera pas beaucoup.